Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison du MAC, 3e saison, et toujours autant d'infos, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, avec à chaque fois, vous le savez, une thématique forte. Et cette semaine, on est avec Adrien Fontenot. Bonjour Adrien. Bonjour Patrice. Merci de nous accompagner pendant cette demi-heure. Voici sans plus tarder le sommaire de cette émission. Quelle solution face au manque de place à l'école? Pas toujours possible de pousser les murs forcément. Et vous allez voir que certains directeurs, certaines directrices, ne manquent pas d'imagination. Vous le verrez dans un instant. Des salles de classe, des écoles, même totalement originales. Le défi est d'autant plus relevé que les factures pour les travaux explosent en ce moment, vous le savez, et que les constructions et autres extensions doivent s'inscrire dans une démarche écologique. Et puis entre crise climatique et énergétique, quid de la sensibilisation autour des questions de développement durable? Le message passe-t-il auprès des plus jeunes? Sont-ils la clé de cette transition écologique, climatique? On se pose la question dans le MAG. C'est parti pour l'expression orale. Et l'expression orale, c'est avec notre invité, je vous le présente sans plus tarder, François Servant. Bonjour monsieur le maire, merci d'avoir patienté, merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Nieul-sur-Seulles, ça se trouve en Charente-Maritime, ou plus précisément, s'il vous plaît? Nous sommes à 20 km de Royan, 15 km de Marennes, pratiquement au bord de Seulles, à proximité des plages royanaises et du littoral charentais. Vous avez beaucoup de chance. Combien d'habitants? 1300 habitants sur la commune, 130 enfants scolarisés dans les 5 classes, bientôt 6 j'espère. Bientôt 6, vous espérez effectivement. Et alors vous, l'innovation, ce sont ces containers maritimes qui structurent votre école. Je sais que ça a été l'un de vos chevaux de bataille et que vous avez réussi à faire cette école pour le moins originale. Expliquez-nous. Disons qu'à l'origine, nous étions en syndicat scolaire depuis plus de 20 ans à 3 communes. Une des 3 communes a décidé de se retirer en 2017 et il nous fallait trouver une solution. Donc la première solution, c'était de continuer en syndicat scolaire avec la commune voisine. D'accord. Mais bon, après diverses tergiversations, ils ont décidé de se retirer du projet. Mais nous, il fallait qu'on accueille pratiquement 60 gamins en maternelle. Donc on a choisi une solution innovante avec un architecte qui avait envie de porter ce projet, donc à partir de conteneurs maritimes dernier voyage. Donc ce sont un recyclage complet des conteneurs maritimes. On a une structure de 7 conteneurs qui font l'armature de l'école, qui sont reliés ensemble par une plateforme béton. C'est très très innovant. Le problème, c'est qu'on avait pris cette option pour gagner du temps, pour aller rapide, mais on ne savait pas qu'on aurait quelques tracas administratifs et surtout qu'arriverait la Covid. Donc permis de construire en 2019, lancé en 2019. On aurait dû démarrer début 2020, manque de chance, il y a eu la Covid. Et donc on a pris un peu de retard et l'école n'a été livrée que l'année dernière pour la rentrée 2022-2023. Mais elle est là, enfin, et le résultat est au rendez-vous. Vous avez parlé de containers maritimes. Dernier voyage, qu'est-ce que c'est? C'est les containers qu'on appelle en fin de vie, qu'on fait tout leur cycle de voyage et qu'on déclasse et qui partent soit à la ferraille, soit pour des utilisations différentes. Donc là, on est en plein développement durable. On réutilise des matériaux qui étaient voués à la casse. Alors aujourd'hui, le résultat est là et il est magnifique. Vous avez dit que ça a pris un petit peu de temps en plus administrativement et en plus, bien sûr, il y a eu la Covid. Mais est-ce que vous avez été confronté à de la surprise, voire même à du scepticisme au début? C'est certain, quand ils ont vu arriver les carcasses des conteneurs prédécoupés pour faire la structure, les gens, en plus ces conteneurs étaient peints couleur anti-rouille, la couleur minium. Tous les administrés me disaient mais qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Bon, je ne faisais que reporter un projet qui avait été décidé dans l'ancien mandat, mais il a bien fallu le porter et aller au bout. Et au fur et à mesure de l'évolution, de l'habillage, de la restructuration, tout le monde maintenant est unanime sur la qualité de cette nouvelle école qui est quand même intéressante puisqu'on a 3 classes de 70 mètres carrés, une salle de motricité de 100 mètres carrés, un dortoir atypique entièrement dans un conteneur et une salle évolutive pour les maîtresses et le personnel communal. Ils ont fait quelle tête les parents quand ils ont vu arriver les conteneurs? Parce que j'ai cru comprendre que les conteneurs au début ils arrivent, ils sont bruts quoi.
Ah, ils sont plus que bruts puisqu'ils avaient déjà été prédécoupés et peints couleur anti-rouille. Donc on les a arrivés et quand ils ont été posés à l'aide de grue, tout le monde me disait mais ça va ressembler à rien, c'est horrible, c'est pas beau. Bon, maintenant ils ont été habillés, on a tout réutilisé et franchement on a quelque chose de magnifique, quoi. François Savant, comment vous avez réussi à convaincre vos concitoyens au final? Comment vous les avez réussi à se faire projeter? C'était quoi? C'était en montrant des photos, des visuels? On leur a expliqué au fur et à mesure. Bon, ils ont eu accès, bien évidemment, on a fait quelques petites réunions publiques pour expliquer aux gens ce qu'on allait faire. Et le projet, bon, ça ne représentait que des photos. Et c'est vrai que la surprise était la plus grande surprise, c'est quand je vous dis, ils ont vu arriver ces conteneurs prédécoupés. Ils me disent mais ça va ressembler à rien. Et voilà. Et comme quoi, il faut pas être trop sceptique. Il faut attendre le résultat final pour se prononcer. Elle se trouve où dans la commune, cette école? Elle jouxte l'école primaire, c'est ça? Voilà, elle est en plein centre du bourg, à côté de l'école primaire, sur la place de la mairie. Donc, on est en plein cœur de village et bon, on a fait des voiries piétonnes qui permettent aux lotissements voisins de venir à l'école à pied, parce que le but c'est de laisser les voitures à la maison et de ramener les gens à pied à l'école. Il y avait une urgence à la construction de cette école? Raison démographique, j'imagine, mais pas seulement. J'ai pas compris. Est-ce qu'il y avait une urgence à construire cette école? J'imagine qu'il y a une raison démographique. Il y a plus d'enfants, mais pas seulement. Comme je vous l'ai dit, on sortait d'un CIVU, donc il fallait la maternelle se trouvait dans la commune qui a souhaité se retirer. Donc en attendant, on a mis des conteneurs maritimes, on a loué des bâtiments Algeco, là, de type Algeco, pour faire la classe. Donc on les a loués au départ pour 18 mois, mais avec les différentes difficultés administratives et la Covid, on les a gardés 4 ans. Bon, je ne vous cache pas que c'était quand même un coût pour la commune, parce qu'à 45 000 € de location par an, on aurait pu s'en passer. Mais bon, on n'avait pas le choix, il fallait bien héberger nos élèves. François Servan, maintenant que cette formule a été testée, approuvée, j'imagine aussi, est-ce qu'il y a une volonté de la reproduire et même d'en faire d'autres ? La commune n'a pas vocation à s'agrandir outre mesure. Bon, je pense pas, on va arriver peut-être à une 6e classe, ce que j'espère. Bon, au-delà, c'est compliqué, même si on a de moins en moins de terrain à construire, puisque la commune a suivi une démographie importante, puisque en 2000, nous étions 570 habitants, aujourd'hui, on est pratiquement à 1300. Donc ça va se calmer parce qu'on n'a plus les terrains nécessaires. Vient de se poser aussi, on est en plein site Natura 2000, on est touché par le plan permanent des risques naturels, ouais. On va être touché par le SCOT. Voilà, il y a plein de difficultés administratives qui font que la commune a atteint pratiquement son paroxysme en termes d'évolution démographique. Qu'avez-vous souhaité montrer avec la construction de cette école avec des conteneurs maritimes, que le développement durable, ce n'est pas un vain mot? Tout à fait. En plus, je suis vice-président de la communauté de communes en charge du développement durable, comme l'était mon prédécesseur avant. Donc c'était une volonté, je ne vais pas dire écologique, mais une volonté de prouver qu'on pouvait réutiliser des matériaux et faire bien avec des matériaux qui partaient à la casse. La transition écologique, la transition climatique, pour vous, elle passe par les enfants ? Elle passe par les enfants, c'est indéniable. C'est eux qui seront les porteurs des futurs projets et de la future écologie. C'est eux qui sont... Quand on fait venir on a une association qui s'appelle les Insurgés des déchets qui intervient régulièrement en classe. Bon, c'est vrai que quand les gamins rentrent chez eux, je croise les parents à la boulangerie, ils me disent qu'est-ce que tu nous leur as expliqué maintenant on est obligé de tout trier à la maison, les gamins ne nous laissent rien passer. On a acheté 5 poubelles. C'est comme ça qu'on va avancer. C'est des gamins qui sont les futurs porteurs des projets. Voilà, c'est eux qui prennent conscience. Bon, on n'avait pas cette chance à notre époque, on faisait avec. Mais là, c'est vrai que je pense et je suis certain que ça passera par les enfants. Adrien. On a parlé de l'accueil justement des différents parents. Les enfants, eux, comment ont-ils accueilli cette nouvelle de travailler dans un container et pas dans une salle de classe classique ? Je ne suis pas persuadé qu'ils aient compris que c'était des conteneurs. Ils ont vu que c'était des classes très lumineuses, puisqu'on a des puits de lumière dans la classe, on n'a pas besoin d'allumer la lumière en permanence. D'ailleurs, la première fois qu'on rentre dans les classes, on cherche l'interrupteur, on dit « mais attends, pourquoi vous avez allumé la lumière ?» En fait, ce sont les puits de lumière qui éclairent les salles, comme la salle de motricité. Donc
pour eux, c'est quelque chose de fonctionnel, c'est agréable, c'est éclairé, donc voilà, avec des couleurs vives et chatoyantes, comme vous avez pu peut-être le voir sur une précédente photo. Ouais. Bon, on a des couleurs les couleurs à l'extérieur, voilà, vous avez les portes des conteneurs là sur cette vue, du jaune, du rouge et du vert. Ce sont les 3 couleurs des 3 classes, avec des sols qui sont des mêmes teintes et qui sont rappelés dans la salle de motricité. Justement, vous avez dit pas de lumière, c'est une lumière naturelle. Vous avez travaillé en fonction de l'éclairage du soleil pour l'orientation de ces containers? C'est surtout l'architecte qui a fait un gros travail en la matière. D'accord. Il était porteur, c'est lui qui avait restructuré l'ancienne école primaire il y a une quinzaine d'années. Et il avait toujours dit qu'il était intéressé pour porter ce projet de conteneur. La seule difficulté qu'on a eue, c'est au moment de lancer la construction, on a un bureau d'études qui était un peu réfractaire, qui ne connaissait pas le procédé d'isolation qu'on a utilisé, puisqu'on a utilisé la mousse de polyuréthane projetée. Donc il a fallu qu'on trouve le bon cabinet d'études pour nous valider ce projet. Et ça a donné entière satisfaction. Et c'est vrai qu'en termes de chauffage, on a eu quand même chaud cet été avant les vacances, et les gamins n'ont pas du tout ressenti le fait qu'on soit dans des structures métalliques. François Servan, vous savez si cette école, c'est une première en France ? C'est une première dans le département, c'est certain. Après, je ne suis pas allé voir au-delà. Ouais. Mais pour nous, oui, c'est vrai et tous les élus qui sont venus à l'inauguration, comme la présidente du département, ont salué l'innovation et l'intérêt de ce type de construction. Vous pensez que justement cette école, elle peut faire des petits ? Il y a d'autres communes qui s'intéressent justement à cette solution qui, j'imagine, on n'a pas encore parlé de budget, et peut-être aussi plus abordable que des constructions classiques ? Ça n'a pas coûté moins cher, parce qu'au départ, c'est ce qu'on pensait, on était pressé, on voulait faire quelque chose de rapide. Au final, on est sur une construction à peu près au même prix qu'une construction traditionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, si on devait le relancer, vu le prix de la ferraille, on a eu la chance que l'entreprise qui a été retenue a pu acheter les conteneurs avant la pénurie et la hausse des prix. La loupe, c'est avec Adrien Fontenot. Et dans cette loupe, Adrien, on part faire un petit tour en Côte d'Ivoire à présent. Et dans le genre classe atypique, une salle pas comme les autres a vu le jour. Oui, je vous emmène à Treichville, une petite commune d'Abidjan. Alors déjà, oui, au moment de mes recherches, j'ai appris que Abidjan était un district composé de la capitale économique en elle-même, mais aussi d'une dizaine de communes de l'ancienne ville d'Abidjan, et parmi celles-ci, Treichville. Treichville, c'est des écoles supérieures dans différents domaines, la santé, les technologies de l'information, le management aussi, plusieurs lycées et collèges, et parmi tous ces établissements, c'est l'école régionale qui nous intéresse. Il y a un peu plus d'un an, en avril 2022, la branche ivoirienne du groupe Nestlé offrait à cette école une salle de classe écologique. Alors qu'est-ce que c'est une salle de classe écologique ? C'est une pièce construite avec des matériaux issus du recyclage de déchets. Pour rentrer un peu plus dans les détails, le revêtement du sol a été fait avec des bris de verre recyclés. Pour les tables et bancs utilisés par les élèves, ils ont été produits à partir de déchets de l'usine Nestlé. Et ça ne s'arrête pas là, l'entreprise a également installé 2 lampadaires solaires à l'extérieur pour fournir l'électricité. Et toujours en dehors de cette salle de classe, car oui, le projet se poursuit à l'extérieur, les jeunes élèves ont accès à un potager où ils cultivent leurs propres légumes qu'ils peuvent ensuite consommer. Alors c'est une belle démarche sur le plan écologique, mais également sur le plan économique ? Oui, on vient d'évoquer l'énergie solaire ou encore les élèves qui produisent eux-mêmes ce qu'ils consomment. Mais économiquement parlant, ça se ressent aussi pour Thomas Cazot, directeur général de Nestlé Côte d'Ivoire. Au moment du projet, il nous indique que cette classe écologique coûte environ 30% de moins qu'un bâtiment standard de la même taille et est prévue pour durer 50 ans de plus. Des chiffres qui ne peuvent qu'encourager à renouveler ce genre de projet. Et puis pour en revenir aux enfants, le directeur régional de l'éducation nationale, Abraham Sanogo Pongatier, il le souligne mieux que personne, c'est un signal fort envoyé à ces enfants afin de les sensibiliser à prendre très tôt conscience des questions écologiques. Pour terminer, je voulais qu'on s'arrête sur un petit chiffre. Les initiatives comme celle du groupe Nestlé pour cette salle de classe ont une énorme importance pour le développement africain. Mais dans un rapport de l'Institut statistique de l'UNESCO, on observe qu'entre 2016 et 2021, les dépenses totales des administrations publiques ivoiriennes dans l'éducation ont chuté de près de 6 points, passant de 22,4, ce qui n'est déjà pas très haut, à 16,6%. On comprend donc l'importance de ce type de projet. Donc l'idée de Nestlé et cette salle de classe écologique, pas comme les autres dans une petite commune d'Abidjan, c'est oui.
Et plus d'investissements dans une démarche écologique et surtout en faveur de l'éducation ivoirienne, c'est un très grand oui. Merci beaucoup Adrien. François Servan, qu'est-ce que vous inspire justement cet exemple effectivement en Côte d'Ivoire ? Comme quoi, avec rien, on peut repartir et réutiliser. On n'est pas obligé de tout jeter. Il faut savoir réutiliser les matériaux. Vous avez le sentiment que les mentalités sont en train de changer ? On a parlé des plus jeunes et effectivement, ils évangélisent un petit peu les adultes. Vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience chez les adultes aussi, chez les élus ? Oui, il y a encore un gros pas à franchir, mais c'est vrai qu'on en parle de plus en plus et les gens maintenant réfléchissent au côté écologique. Toutes les manifestations, maintenant, on essaie de faire du zéro déchet, on essaie de recycler au maximum et de toute façon, on est obligé puisque vu la taxe sur l'enfouissement des matériaux, tout ce qu'on peut récupérer, il faut le faire et c'est l'avenir. On en a parlé avec les containers dans votre commune, François Servan. Est-ce que finalement, sensibiliser les enfants aux défis écologiques qui les attendent, est-ce que ce n'est pas la plus grande mission de l'école dans les prochaines années ? C'est une des plus grandes missions, c'est un fait. On ne peut pas non plus tout axer sur l'écologie, mais pour moi, et je le redis, les enfants seront le maillon essentiel pour faire évoluer les mentalités. Est-ce que votre démarche écologique est une démarche globale, François Servan ? Comment ça se passe, par exemple, dans vos cantines ? Dans nos cantines, depuis un an, avant on avait un système local avec une cantinière, c'est elle qui faisait les commandes et tout. Là, depuis quelques temps, depuis un an, on est passé avec une société privée qui nous met à disposition un cuisinier qui cuisine que des produits en circuit court, puisqu'on est obligé de respecter la loi Egalim. On est au maximum, enfin on essaie d'être le plus possible à zéro déchet, avec un recyclage des déchets et de faire d'avoir le moins de déchets possible et le moins de pertes. Les circuits courts et parfois des repas végétariens ? Tout à fait, c'est obligatoire. Donc on respecte à fond la loi Egalim. Et je vous dis, tous les produits sont au maximum de la région et cuisinés sur place par un cuisinier avec un repas végétarien par semaine. Voilà. On sait que la crise énergétique impacte notamment un bon nombre d'écoles. Comment vous gérez ça, vous, cette problématique, cette équation en tant que maire ? C'est un gros problème puisque c'est un budget qui n'arrête pas d'augmenter et c'est au détriment de certains projets qu'on repose parce que la facture énergétique ne fait qu'augmenter et là je suis inquiet pour les années à venir. Si ça ne se stabilise pas, ça va être compliqué. François Servan, vous devez rogner sur quel budget, si je puis me permettre ? Des budgets de voirie, des budgets des festivités. Voilà. Cette année, par exemple, nous n'avons pas tiré de feu d'artifice parce que 25% d'augmentation pour le feu d'artifice, ma commune ne peut pas se le permettre. Donc on a préféré faire autre chose, c'est-à-dire aménager un square pour faire des activités au détriment, bien évidemment, de cette manifestation. François Servan, vous le disiez, cette salle de classe en container ne vous a pas forcément coûté moins cher. L'exemple que je citais en Côte d'Ivoire, lui, a coûté moins cher et est prévu pour durer plus longtemps. Pourquoi on n'en a pas plus des projets de ce type-là ? Déjà, pour qu'un projet arrive à terme, il faut vraiment une volonté des élus, il faut se bagarrer, il faut aller chercher les subventions. Pour cette école, on a eu la chance, nous, c'est une école qui nous revient à peu près à 1,2 million tout compris. On a eu la chance de bénéficier du plan de relance, même si on a eu le retard à cause de la Covid. Le fait du plan de relance nous a permis d'obtenir 80% de subventions. Donc on a une école qui nous revient à 400 000 € à charge de la commune. Donc globalement, c'est faisable. Mais ça demande quand même des démarches, ça demande du travail. Il faut aller chercher ces subventions. Il n'y a rien de gagné, quoi. Aujourd'hui, les principaux freins, comme vous le dites, ils sont encore administratifs et sans, par exemple, ce plan de relance, vous n'auriez pas pu finaliser ce projet. Si, mais ça nous aurait coûté beaucoup plus cher. Au départ, on était parti sur 50-60%. On avait fait notre étude de viabilité. Bon, on a eu la chance d'avoir 80% de subventions sur la DETR, la DSIL et
les 3 subventions habituelles d'État nous ont largement aidés, et le département, pardon. J'ai oublié le département qui représente quand même une grosse partie du financement de cette école. François Servan, qu'avez-vous envie de faire passer comme message aux autres maires qui ont cette contrainte, effectivement, avec le bâti scolaire qui doit être en harmonie, bien sûr, avec cette question du développement durable et de la transition écologique, que c'est possible ? C'est possible, on peut arriver à des solutions malgré, je vous dis ce que je disais au début de mon propos, on est dans une région où on est touché à peu près par tous les plans possibles et imaginables, les plans de submersion, le Natura 2000, etc., etc. Si on veut, on peut, je pense. Après, on a la chance d'avoir dans les services de l'État des interlocuteurs qui ne sont pas là pour faire barrière, qui sont là pour nous aider et faire avancer nos projets. Il suffit d'être humble et d'aller les voir et d'en discuter, de trouver les bonnes solutions. Après, il faut trouver l'architecte qui veuille bien porter le projet. Et en plus, ce que je n'ai pas dit dans mon propos, c'est que toutes les entreprises qui ont participé à la construction de cette école sont des entreprises locales. Donc on est encore dans une taxe carbone diminuée du fait de la proximité de ces entreprises. Vous n'avez pas dit votre dernier mot, vous comptez faire d'autres bâtiments en container maritime ? Un gymnase, je ne sais pas ? Pour le moment, non. Et le mandat, il reste 2 ans, donc on verra ce qu'on va faire à venir. Pour le moment, on va essayer de recycler des bâtiments atypiques de la commune, puisqu'on a la chance d'avoir des bâtiments, une architecture locale qui est encore intéressante, et notamment une bibliothèque qui est à l'étude dans un temple qui est de moins en moins fréquenté. Merci infiniment. Merci beaucoup, monsieur le maire. François Servan, qui est maire de Nieul-sur-Seudre. Ça se trouve en Charente-Maritime. Merci de nous avoir apporté ce témoignage pendant cette demi-heure pour ce nouveau numéro du MAG. Merci et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle émission. Merci Adrien. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV Le MAG. Ciao.